Bonjour tout le monde, est-ce qu'on peut commencer le cours? Ajma, s'il vous plaît, désactivez vos microphones maintenant. Bonjour à tous. On va commencer le cours d'aujourd'hui qui concerne le cortex moteur, c'est-à-dire la motricité volontaire. Donc, on commence toujours par une petite introduction. Donc, si tout va bien pour le son, vous m'entendez, tout va bien. Donc, je commence tout de suite. Donc, comme introduction, donc, le contrôle moteur du mouvement, on a dit qu'il y a plusieurs types de mouvements. En fin de compte, il y a un mouvement dit réflexe qu'on vient de faire hier. Donc, c'est le mouvement réflexe, c'est les réflexes spinaux donc, qu'on a fait hier. Donc, il y a ce qu'on appelle le mouvement automatique. C'est un mouvement qui est contrôlé par certains centres, donc, comme les noyaux gris de la base et le tronc cérébral, et ainsi que certains centres médulaires de locomotion. Et il y a ce qu'on appelle le mouvement volontaire. Le mouvement volontaire qui naît du cortex moteur, c'est-à-dire des régions motrices du cortex cérébral. Donc, ça, c'est les trois types de mouvements. Donc, et chaque système, donc, il y a plusieurs systèmes qui participent au mouvement. Donc, automatiquement, il y a des interconnexions entre les différents systèmes. Tout va bien pour le son, ça va? Très bien. Donc, je répète rapidement pour les gens qui me demandent de répéter. Donc, comme introduction, il faut savoir qu'il y a trois types de mouvements pour l'être humain, enfin, pour l'ensemble des espèces. Donc, il y a ce qu'on appelle le mouvement volontaire, l'objectif de notre cours aujourd'hui. Donc, c'est un mouvement qui part des régions motrices du cortex cérébral. Il y a un mouvement dit réflexe, ce qu'on a fait hier, donc c'est les mouvements réflexes. Donc, il y a un troisième type de mouvement, c'est ce qu'on appelle le mouvement automatique. Donc, c'est le mouvement automatique
contrôlés par certains centres nerveux qui sont, par exemple, les noyaux pieds de la base. Donc ça, c'est pour tout ce qui est introduction. Donc, vous avez des soucis de micro qui sont activés. Je vais essayer de résoudre ce problème. Donc, participant. Donc, je coupe pour Leila, mais pour... ça va, tout va bien? Ok, d'accord. Je reprends. Donc, il y a trois types de mouvements. Un mouvement automatique, et un mouvement réflexe et un mouvement volontaire. L'objectif de notre cours d'aujourd'hui, c'est le mouvement volontaire. Donc, ce mouvement a comme point de départ le cortex moteur, c'est-à-dire les régions motrices du cortex cérébral. Donc, un petit rappel anatomo-fonctionnel de l'organisation du cortex cérébral. Donc, un petit rappel rapide. Vous avez le cortex cérébral qui est organisé en lobes. Donc, vous avez le lobe frontal, enfin préfrontal et frontal, puis la scissure centrale de Rolando, puis après, il y a le cortex pariétal, le lobe occipétal et le lobe temporal, bien sûr avec le lobe d'insula qui est caché. Donc, vous avez le lobe frontal, principalement, c'est la motricité. Le lobe pariétal, c'est un cortex somesthésique et d'association. Le lobe occipétal, il y a le cortex visuel et le lobe temporal, il y a le cortex auditif. Donc ça, c'est comme un petit rappel. Donc, un petit rappel en ce qui concerne l'organisation fonctionnelle du cortex cérébral. Donc, les régions motrices du cortex cérébral. Donc, il faut savoir que dans le cortex cérébral, il y a trois régions motrices, c'est-à-dire trois régions responsables du mouvement. Donc, ainsi que deux régions qui participent à l'élaboration du mouvement. Donc, vous avez premièrement le cortex moteur primaire, donc qui est en précentrale, de localisation précentrale, c'est-à-dire juste en avant la scissure centrale de Rolando. Donc ça, c'est sa localisation. Le cortex moteur, le cortex prémoteur, c'est en avant et latéralement par rapport au cortex moteur primaire. Il y a aussi ce qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire qui est la même chose en avant, mais en haut, c'est-à-dire elle est beaucoup plus dans le sillon interhémisphérique. Donc, il est là, donc juste au-dessus du cortex prémoteur. Donc, ça, c'est des régions dites motrices. Autre chose, il y a des régions qui participent à l'élaboration du mouvement. Ça va vous paraître un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle le cortex somesthésique primaire, malgré que le cortex somesthésique primaire est responsable de la somesthésie, c'est-à-dire la sensibilité de votre corps, mais attention, joue un rôle très important dans l'élaboration du mouvement correct. Il y a le lobe pariétal et le cortex d'association. Il élabore le mouvement avec le cortex somesthésique primaire. Et autre chose, donc, certaines expériences montrent que le cortex somesthésique primaire, enfin, confirment que le cortex somesthésique primaire participe au mouvement. Donc, on va voir les détails après, mais il y a certains, par exemple, malades victimes d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, qui touchent uniquement cette région somesthésique primaire, et ces malades présentent les symptômes moteurs, c'est-à-dire des difficultés d'élaborer un mouvement. C'est ce qu'on appelle une parésie
autre chose. Donc, c'est pas une paralysie, mais c'est une parésie, une faiblesse du mouvement. Donc, ce qui confirme que le cortex somesthésique primaire participe au mouvement. Donc, on va détailler les régions motrices du cortex cérébral et on revient aux autres régions après. Donc, on commence par le cortex moteur primaire. On a dit que le cortex moteur primaire est localisé au niveau précentral. Donc, au niveau précentral, donc juste en face du cortex somesthésique primaire. Donc, les expériences de stimulation du cortex moteur primaire, d'ailleurs, c'était les premières expériences qui confirment l'existence d'une région motrice dans le cortex cérébral. Donc, ce cortex moteur primaire, donc les expériences de stimulation montrent que ce cortex, cette région motrice, est organisée somatotopiquement. Somatotopiquement, c'est-à-dire a une organisation somatotopique, c'est ce qu'on appelle la cartographie motrice, c'est-à-dire il y a une représentation du corps, représentation de l'ensemble du corps. Donc, pour chaque hémisphère, attention, donc la moitié du corps pour l'hémisphère droit et la moitié du corps pour l'hémisphère gauche. Donc, et cette représentation, attention, elle est différente en fonction du corps, donc de chaque région du corps, enfin de chaque segment de notre corps. Donc, vous voyez que le membre supérieur occupe une grande surface, surtout la main. La même chose que la face, c'est tout ce qui est organe de phonation, c'est-à-dire les lèvres, la langue, le pharynx, etc. Donc, occupe une grande surface. Alors que le tronc et le membre inférieur, donc, occupent une petite surface. Et cette distribution, vous savez que elle est la même chose que le cortex somesthésique primaire, donc liée à quoi? Liée à la valeur fonctionnelle de chaque segment du corps, c'est-à-dire, par exemple, la main. Donc, il y a beaucoup de muscles au niveau de la main qui sont innervés par beaucoup d'unités motrices. Automatiquement, les projections centrales de la main, donc, au niveau du cortex cérébral, occupent une grande surface. Je vous explique. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vous explique. Donc, on commence par la notion d'unité motrice. Donc, c'est quoi l'unité motrice? Vous savez que chaque muscle est innervé par plusieurs motoneurones, c'est-à-dire les neurones moteurs, qui sont au niveau de la moelle épinière. Donc, c'est les motoneurones alpha qui innervent les muscles. Donc, pour un muscle donné, donc chaque muscle est constitué de fibres musculaires, c'est-à-dire des cellules musculaires. Donc, et chaque fibre musculaire contient le système contractile, donc qui permet la contraction musculaire. Attention, il y a ce qu'on appelle l'unité motrice. C'est quoi l'unité motrice? C'est tout simplement un motoneurone alpha qui est localisé au niveau de la moelle épinière, se prolonge par un axone, et cet axone se ramifie pour innerver les fibres musculaires. Et il y a ce qu'on appelle la notion d'unité motrice. Une unité motrice, donc, c'est un motoneurone alpha avec son axone qui se ramifie pour innerver plusieurs fibres musculaires. Un muscle est constitué de plusieurs fibres musculaires, automatiquement, un muscle est innervé par plusieurs motoneurones. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une différence de taille entre les unités motrices. Donc, il y a dans certaines régions, il y a ce qu'on appelle des unités motrices de petite taille. C'est quoi des unités motrices de petite taille? C'est-à-dire un seul motoneurone innerve, par exemple, une dizaine de fibres musculaires. Donc, un motoneurone innerve une dizaine de fibres musculaires. Ça, c'est des unités motrices de petite taille. Il y a aussi ce qu'on appelle des unités motrices de grande taille, c'est-à-dire un motoneurone alpha qui innerve des milliers de fibres musculaires. Donc, il y a une différence. Cette différence est très importante. Pourquoi? Parce que lorsque un motoneurone innerve peu de fibres musculaires, donc le contrôle est parfait.
c'est-à-dire il y a beaucoup de précision du mouvement, c'est-à-dire pour un muscle donné, donc pour une contraction d'un muscle donné, donc vous avez plusieurs motoneurones qui contrôlent cette contraction. Donc automatiquement l'information est précise. Hmm. Par contre, s'il y a des unités motrices de grande taille, donc pour un muscle donné, donc le contrôle sera moins précis. Donc cette notion est fondamentale dans la compréhension de la cartographie motrice du cortex cérébral, c'est-à-dire cette somatotopie. Pour les mains, donc il y a premièrement les mains, par exemple, sont au niveau des mains, on trouve beaucoup de muscles. Au niveau de la main, on trouve beaucoup de muscles, donc vous savez qu'il y a beaucoup de muscles au niveau de la main. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, chaque muscle est innervé par plusieurs unités motrices, c'est-à-dire des unités motrices de petite taille, innervées par plusieurs motoneurones. OK? Donc, les actions de ce motoneurone donc, se projettent vers le muscle, alors que les corps cellulaires sont au niveau de la moelle épinière et qui vont faire connexion avec les premiers neurones au niveau du cortex cérébral. Donc, la main occupe une grande surface par sa richesse en motoneurones qui se projettent directement vers le cortex cérébral et c'est la petite taille des unités motrices. La même chose que la face et le reste. Par contre, au niveau du cuisse, au niveau du tronc, donc il y a des unités motrices de très grande taille, donc innervées par de, euh, peu de motoneurones. Donc automatiquement au niveau cérébral, donc au niveau cortical, donc la représentation est moindre. Et tout ça, donc, nous donne la carte somatotopique donc, du cortex moteur primaire. Donc, comment on a dessiné cette carte somatotopique? C'est très simple. Donc, ça a été fait pour des singes et même pour des êtres humains pendant la guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tout simplement, on s'amusait à stimuler le cortex moteur directement par des stimulations électriques, bien sûr de faible intensité et trifocales, c'est-à-dire avec précision, donc de quelques millimètres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a remarqué qu'à chaque fois, il y a une contraction de certains muscles. Donc, et ainsi, donc, on a dessiné cette carte. Donc, si on, par exemple, on stimule cette région, donc il y aura, par exemple, la contraction, l'abduction du pouce. Donc, le cou abducteur du pouce, le muscle qui fait l'abduction du pouce, donc, est localisé ici au niveau du cortex cérébral. Bien sûr, maintenant, c'est grâce à l'IAM fonctionnel et des techniques modernes, donc, qui confirment cette répartition somatotopique. Attention, comme le cortex somesthésique, c'est la même chose. Donc, cette cartographie se modifie en permanence. On peut dire à chaque instant, chaque seconde, cette carte se modifie. Pourquoi cette carte se modifie? Parce que on est tout le temps en train de faire du mouvement et à chaque fois, si on apprend quelque chose de nouveau, il y a une petite modification synaptique au niveau du cortex moteur, donc, qui fait qu'il y aura une petite modification de cette répartition. Par exemple, si quelqu'un veut apprendre, je reviens à votre question rapidement. Donc, si quelqu'un veut apprendre, par exemple, le piano ou à dessiner, etc., donc la représentation de la main donc, augmente de taille. Quelqu'un qui est amputé, par exemple, du membre inférieur, donc la représentation de membre inférieur va disparaître. Donc, il va être occupé par autre chose. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est la capacité du cortex cérébral, quel que soit moteur, somesthésique ou autre, à se modifier en permanence en fonction des besoins. Donc, plus vous utilisez certaines régions, plus ces régions augmentent de taille, donc occupent une grande surface par des modifications synaptiques, etc. Donc, je reviens à votre question. Les unités motrices de petite taille se représentent d'une façon importante au niveau cortical ou bien c'est l'inverse. Donc, la question est un peu floue. Donc, je vais répéter un peu. Donc, c'est quoi l'unité motrice? C'est un motoneurone qui innerve un ensemble de fibres musculaires.
Le motoneurone qui innerve les fibres musculaires des unités motrices se trouve au niveau médulaire, pas au niveau cortical. Attention, c'est au niveau médulaire, au niveau de la moelle épinière. Et ce motoneurone au niveau de la moelle épinière, donc, fait une connexion, on va voir les types de connexions après, une connexion avec le premier motoneurone qui provient du cortex cérébral. Donc, on va parler d'un autre facteur très important dans cette distribution. Donc, le premier motoneurone se connecte avec le deuxième motoneurone qui est un motoneurone médulaire. Les motoneurones médulaires du membre supérieur et de la face innervent quelques fibres musculaires, c'est-à-dire représentent des unités motrices de taille faible. Donc, un motoneurone innerve quelques fibres musculaires. Donc, il s'occupe de peu de fibres musculaires. Et logiquement, ce motoneurone se connecte avec le premier motoneurone qui est cortical au niveau du cortex cérébral avec des connexions directes ou indirectes. On va voir les détails après. Donc, logiquement, la représentation d'un muscle qui est innervé par plusieurs motoneurones, donc sera plus importante au niveau du cortex cérébral. Donc, plus l'innervation, donc plus la surface est grande dans le cortex cérébral, donc plus le mouvement est précis. Pourquoi? Parce que on va trouver, après on va parler du côlon fonctionnel, donc on va trouver qu'il y a des petites régions qui s'occupent, une grande région cérébrale, donc une grande surface qui s'occupe d'un muscle, d'un seul muscle. Donc, c'est très important comme précision. Donc, alors que, par exemple, le membre inférieur, donc, il y a une petite région qui s'occupe de 4 muscles. Donc, c'est pas normal. Donc, il n'y a pas beaucoup de précision, c'est soit contraction, soit relâchement. Vous voyez donc la différence. Je vais essayer de vous expliquer tout ça après. Les expériences, donc ça c'est une organisation dite somatotopique. Autre chose, il y a une organisation dite en colonne fonctionnelle. C'est quoi l'organisation en colonne fonctionnelle? C'est tout simplement chaque région du cortex cérébral, chaque région du corps est représentée au niveau du cortex cérébral, c'est l'organisation somatotopique. Et il y a ce qu'on appelle l'organisation en colonne fonctionnelle, où chaque colonne fonctionnelle donc s'occupe d'un muscle ou de quelques muscles synergiques, c'est-à-dire qui font la même chose, c'est-à-dire soit des fléchisseurs, soit des extenseurs, etc., soit des abducteurs, des adducteurs, etc. Donc, les colonnes fonctionnelles, donc, vous avez cette représentation somatotopique dans ce sens, mais il y a 10 colonnes comme ça, longitudinalement, donc il y a des colonnes comme ça, où chaque colonne fonctionnelle s'occupe d'un muscle ou d'un groupe musculaire synergique, c'est-à-dire de certains muscles qui font la même chose, c'est-à-dire soit des fléchisseurs, soit des extenseurs, etc. Donc ça, c'est l'organisation en colonne fonctionnelle. Monsieur, pour la plasticité, si un muscle augmente sa région au niveau du cortex, ce qu'il va prendre de la place d'autres muscles. Oui, bien sûr, donc il peut prendre la place d'autres muscles qui ne sont pas utilisés. Donc ça, c'est évident. Donc si on utilise certains muscles plus que d'autres, donc bien sûr, il va prendre de la place des autres muscles qui ne sont pas utilisés. Donc ça, je reviens à l'organisation en colonne fonctionnelle. Pour Romaïsa, grande partie dans le cortex cérébral, le membre reçoit plusieurs plaques motrices. C'est juste, mais c'est pas précis. Donc, si on parle de plaques motrices, c'est-à-dire c'est au niveau de la jonction neuromusculaire. Je vais vous rappeler c'est quoi la plaque motrice. C'est tout simplement la région de la fibre musculaire qui reçoit l'innervation du bouton synaptique du motoneurone. C'est-à-dire la plaque motrice se trouve au niveau du muscle. C'est la région qui contient les récepteurs de l'acétylcholine. Ça, c'est la plaque motrice. Mais attention, le bouton synaptique avec la fibre motrice, enfin avec la plaque motrice, dans ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Donc, c'est logique que
les plaques motrices sont innervées par le premier neurone, motoneurone, puis le deuxième motoneurone central. Donc, d'une façon simple, c'est juste. Donc, que veut dire en synergie? Synergie, c'est-à-dire faire la même chose. Donc, il y a des gens qui participent à une activité et qui vont faire la même chose, c'est-à-dire orienter leurs efforts pour faire la même chose. Donc, ça, c'est synergie. Donc, ils font la même chose. Donc, pour notre cours, l'organisation en colonne fonctionnelle, c'est-à-dire une colonne peut s'occuper d'un seul muscle, par exemple le muscle court-abducteur du pouce, l'abducteur du cinquième doigt, si vous, je ne sais pas si vous connaissez les muscles, par exemple le muscle fléchisseur du pouce, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une colonne fonctionnelle. Ou s'occuper de plusieurs muscles synergiques, c'est-à-dire qui font la même chose. C'est-à-dire, par exemple, vous avez les muscles fléchisseurs de l'avant-bras, le fléchisseur superficiel et profond, euh, par exemple, le cubital antérieur, le grand palmaire, etc. Donc, tous ces muscles font la flexion de la main et des doigts. Donc, on peut trouver des colonnes fonctionnelles qui s'occupent de l'ensemble de ces muscles qui sont synergiques. OK? Donc, l'homonculus, c'est tout simplement l'homme déformé. Donc, c'est une représentation schématique de cette organisation somatotopique du cortex moteur. D'habitude, dans les années passées, j'avais un schéma de l'homonculus moteur et somesthésique, mais à chaque fois que je le mets, les étudiants commencent à dire n'importe quoi et commencent à rire. Donc, c'est pour ça que j'ai évité de le mettre. Donc, l'homonculus, petit homme sur le cortex, oui, c'est le petit homme déformé du cortex, quel que soit somesthésique, primaire ou moteur primaire. Donc, il y a beaucoup de schémas. Vous pouvez mettre dans Google homonculus moteur ou somesthésique, vous aurez le schéma. Donc, ça, c'est pour l'organisation, pour les expériences de stimulation. Donc, je répète, les expériences de stimulation montrent que le cortex moteur primaire a une double organisation, une organisation dite somatotopique. C'est la cartographie cérébrale, donc où chaque région du corps, chaque groupe musculaire du corps, chaque segment du corps est représenté en fonction de sa valeur fonctionnelle. Cette valeur fonctionnelle est liée à la taille des unités motrices et à la surface qui est occupée par les unités motrices. Il y a un autre facteur que je vais vous détailler après. Organisation en colonne fonctionnelle, c'est-à-dire il y a des colonnes fonctionnelles qui s'occupent d'un muscle ou d'un groupe musculaire synergique, c'est-à-dire certains muscles qui font la même chose. Je vais vous expliquer c'est quoi le deuxième motoneurone après. Donc, les expériences, on passe aux expériences de lésion du cortex moteur primaire. Donc, avant, on faisait les expériences de lésion chez l'animal et on a constaté que les étudiants ne comprennent pas beaucoup ce que on présente. Donc, c'est pour ça qu'on a passé directement aux expériences de lésion. Ces expériences de lésion qui sont communes, donc que vous allez trouver à l'hôpital après, donc et que vous voyez tous les jours. Donc, c'est les expériences, par exemple, qui sont représentées par une lésion ischémique du cortex cérébral, qui sont les accidents vasculaires cérébrales, c'est-à-dire suite à l'obstruction d'une artère, par exemple, de grande taille au niveau cérébral. Donc, il y aura une ischémie, c'est-à-dire il y a moins de sang qui circule dans le cortex cérébral. Dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est le cortex moteur primaire. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, c'est ce qu'on appelle l'hémiplégie ou l'hémiparésie. Donc, soit l'hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie de l'hémicorps, soit qui intéresse la face, le membre supérieur et le membre inférieur. Attention, contralatérale à la lésion, c'est-à-dire si la lésion est à gauche. Donc, vous aurez une parésie à droite, ici la lésion à droite, vous aurez une parésie à gauche. Je répète. Donc, avant
ces expériences de lésions, hein, le temps passe vite, hein, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, ces expériences de lésions donc, sont faites chez l'animal. Donc, on détaillé les expériences chez le chien, le chat, le singe, etc. Maintenant, on ne va pas beaucoup l'intérêt. Donc, on passe directement à la clinique. Ces expériences de lésions, donc, sont des expériences que vous voyez tous les jours chez les malades, donc, qui sont victimes de les accidents vasculaires cérébraux. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi un accident vasculaire cérébral. C'est tout simplement, bon, il y a deux, mais je vais vous expliquer le plus simple. Donc, une artère de grande taille, une grande artère au niveau cérébral qui se bouche, donc l'obstruction d'une grande artère, donc va diminuer le flux sanguin au niveau des régions irriguées par cette artère. Donc, automatiquement, il y aura la mort cellulaire, donc des neurones, dans notre cas moteurs, donc dans cette région, qui se manifeste cliniquement, donc chez le malade, par une paralysie ou parésie du membre supérieur de la face et du membre inférieur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. Donc, les expériences de lésions chez les malades donc, montrent qu'il y a une hémiparésie, ce qui prouve que le cortex moteur primaire est responsable du mouvement. Mais attention, euh, euh, une parésie, c'est tout simplement une difficulté d'exécuter un mouvement, donc une faiblesse d'exécuter un mouvement, de faire un mouvement. Mais attention, la paralysie, c'est autre chose. Donc, c'est l'impossibilité de faire un mouvement. Donc, ça, c'est la différence. Donc, on passe à autre chose. Donc, ça, c'est pour le cortex moteur. Donc, la conclusion de ces expériences de stimulation et de lésion, c'est que le cortex moteur primaire joue un rôle très important dans l'exécution du mouvement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une représentation somatotopique. Vous stimulez cette région, vous aurez des mouvements des lèvres. Vous stimulez la représentation du pouce, vous aurez un mouvement du pouce, etc. Donc, c'est presque point par point. Là où vous stimulez, vous aurez un mouvement isolé dans votre corps. Donc, il est responsable de l'exécution du mouvement. Je vais vous citer certaines expériences qui confirment que son rôle est l'exécution du mouvement. On passe au cortex prémoteur. Dans sa localisation anatomique, le cortex prémoteur donc, est situé en avant et latéralement par rapport au cortex moteur primaire. Donc, en avant et latéralement par rapport au cortex moteur primaire. Les expériences de stimulation du cortex prémoteur donc, montrent que ce cortex prémoteur, je reviens ici, donc, élabore des mouvements un peu complexes, tels que flexion, extension, etc., contralatéralement à la stimulation. De même, les expériences de lésion donc, inhibent ces mouvements. Donc, il n'y a pas la possibilité de faire ces mouvements. Mais attention, il y a un élément très important, c'est qu'au niveau du cortex prémoteur, donc OPI, c'est un terme qu'on utilise souvent. Donc, au pied du cortex prémoteur, on trouve une petite région dite aire de Broca. Donc, aire de Broca, donc c'est une petite région du cortex prémoteur qui est très importante dans la parole, c'est-à-dire l'élocution, c'est-à-dire qui nous permet de faire les mouvements pour parler. Donc, une distraction de cette région provoque ce qu'on appelle une aphasie, c'est-à-dire l'impossibilité de parler. Donc, on peut élaborer des sons, mais on ne peut pas parler. C'est-à-dire, mais attention, cette région, pour l'être humain, enfin, elle est toujours unilatérale. C'est-à-dire, on trouve la région de Broca soit à gauche, soit à droite. On ne trouve pas la région de Broca à droite et à gauche. Donc, ça, c'est très important. Logiquement, si vous êtes droitier, votre aire de Broca est située à gauche. Et si vous êtes gaucher, votre aire de Broca est située à droite. Mais je parle des vrais droitiers et des vrais gauchers.
c'est pas les fous, hein, donc qui sont droitiers à la naissance, etc. Dès la naissance, etc. Autre chose, donc un élément important. Donc, si vous êtes droitier, vous avez un AVC du côté gauche, impossible de parler. Donc, vous avez une aphasie. Mais le contraire, si vous êtes droitier et vous avez un AVC du côté droit, logiquement, vous n'allez pas perdre la faculté de parler. Donc, vous allez avoir une hémiparésie contralatérale à la lésion, mais vous pouvez parler. Donc, ça, c'est très important en clinique et vous allez revoir ça en 3e année, 4e année. Donc, et l'air de Broca, attention, est en connexion directe avec une petite région au niveau du cortex pariétal d'association. C'est ce qu'on appelle l'aire de Wernicke. Cette aire de Wernicke, donc, reçoit des connexions, des afférences de la part du cortex visuel, des afférences de la part du cortex auditif et des connexions de la part des aires associatives du lobe pariétal et se connecte, se projette vers l'aire de Broca. Donc, c'est certaines expériences, enfin même cliniquement, donc une lésion de cette région, quelle que soit traumatique, par exemple une blessure, en cas par exemple de traumatisme crânien, etc., donc montre que il y a aussi ce qu'on appelle une aphasie. Donc, c'est l'impossibilité de répondre à certaines questions. Donc, vous pouvez élaborer des mots, mais si je vous pose des questions, je vous dis par exemple quel est votre nom, vous allez dire n'importe quoi. Donc, vous allez parler, mais vous ne pouvez pas répondre à mes questions. Donc, parce qu'il y a une destruction de cette aire de Wernicke, donc qui est associée à la parole et l'audition et la vision. Donc, c'est pour ça, parfois, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital avec un AVC, donc cliniquement, il n'y a pas une hémiparésie, il n'y a rien, mais attention, il y a un petit problème de, de la parole, c'est-à-dire ils disent n'importe quoi. Donc, c'est pour ça, parfois, si d'installation brutale, c'est par exemple dans quelques heures, le matin, il était bien, l'après-midi, il commence à faire ça, donc on suspecte un AVC de cette région, alors que c'est chronique, ça remonte à plusieurs années d'évolution, donc c'est autre chose, c'est de l'ordre psychiatrique. Donc ça, c'est l'aire de Wernicke, qui est associé à l'aire de Broca pour élaborer la parole. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que le l'homonculus en relation avec un phénomène de plasticité? Non, bien sûr, donc on a dit que l'homonculus, c'est un mot un peu qui n'est pas très scientifique. L'essentiel, c'est la représentation somatotopique du cortex moteur. Bien sûr, il est en relation avec la plasticité neuronale ou cérébrale. Donc, cet homonculus donc change de forme et de dimension des mains et des pieds, etc. Donc, en fonction de l'activation de ces régions. Qu'est-ce que cette paralysie peut se transformer en paralysie? Quand cette paralysie Donc, une paralysie ne peut pas se transformer en paralysie si soit vous avez une paralysie, soit vous avez une paralysie. Donc, est-ce que c'est réversible? Bon, ça, c'est purement clinique, hein. Vous allez voir tout ça en neurologie. Je vais vous répondre brièvement. Si vous avez 35 ans, 40 ans, jusqu'à 45 ans, 50 ans maximum, avec une bonne rééducation, donc vous pouvez récupérer certaines fonctions, bien que ça ne va pas être comme avant. Mais si vous avez 70 ans, c'est presque impossible. Donc, même avec les bonnes techniques de rééducation et de réhabilitation, vous ne pouvez pas récupérer. J'ai pas compris paralysie. Paralysie, c'est une faiblesse, c'est-à-dire c'est pas une paralysie. Une paralysie, c'est-à-dire une absence totale du mouvement. Si par exemple on vous coupe le nerf médian, donc vous allez présenter une paralysie des muscles innervés par le nerf médian.
Donc, automatiquement,